Bonjour, nous sommes le 25 septembre, il est aux alentours de 9 h du matin, il fait guère plus de 13 degrés. Le temps est voilé, mais le soleil est en train de se sortir, donc je pense que ça va vite se réchauffer. Hier soir, on a encore eu de la pluie. Actuellement, on en a pas mal. Et là, je suis en bordure du rucher. C'était juste pour vous montrer le domaine viticole des Bouzons qui est en bio. Et comme beaucoup de domaines, cette année, ils ont subi de très gros dégâts en quantité et sur leur récolte. Bien sûr de raisins pour faire le vin. Ils ont été touchés par le mildiou et ici ça a été vraiment catastrophique parce qu'ils ont perdu en gros 3/4 de leur production. Alors le mildiou c'est quoi? C'est un champignon qui se développe en fonction des conditions climatiques avec l'humidité. Je simplifie. Et qu'est-ce qui se passe? Ben voilà, j'ai juste pris une grappe. Voilà. Vous voyez? Donc il n'y a rien. C'est-à-dire, il y a un raisin voilà, minuscule, deux, voilà, qui sont entre guillemets sur la grappe, mais il n'y a rien, il y a rien. Donc voilà, c'était juste pour vous sensibiliser. N'oubliez pas, aider aussi les viticulteurs. Et, je veux dire, le monde agricole doit s'aider en achetant les produits les uns les autres. Et pour ceux qui regardent les vidéos qui ne sont pas dans le monde agricole, pensez. N'ayez pas que la pensée devant la caméra, mais faites le geste. Faites le geste. Quand je dis le geste, c'est un magasin, c'est se déplacer chez les locaux ou se servir ailleurs, mais sur le territoire français, que ça reste en France. Donc voilà, le message est passé. Maintenant, on va aux ruches. Alors aujourd'hui, nous allons parler de quoi? Alors, je vais parler, c'est surtout pour les nouveaux apiculteurs, ceux qui se posent beaucoup de doutes, qui ne savent pas si c'est bien, pas bien, est-ce qu'il faut faire comme ci, est-ce qu'il faut faire comme ça. Alors, les démarches que je vais vous donner, ce n'est pas de vous dire il faut faire comme ci, et si vous ne faites pas comme ça, eh ça ne peut pas fonctionner. Ça, c'est complètement faux. Moi, je vais juste vous rappeler les conseils de base, pour ne pas oublier, pour mettre toutes les conditions de votre côté pour faire un bon hivernage. Alors je ne vais pas ouvrir de ruche, conditions climatiques, les abeilles là sont toutes à l'intérieur, je ne vais pas les déranger, elles ont autre chose à faire. Actuellement on a aussi une mielée de lierre. Alors qu'est-ce que ça va donner en quantité, je ne sais pas, mais pour nous c'est la dernière grosse mielée d'apport de réserve pour l'hiver. Donc c'est très important. J'y reviendrai dessus juste un petit peu plus loin. Donc la première chose, à cette période, je vous l'ai dit, on est en septembre, le 25, donc on va dire qu'on arrive à la fin septembre. Donc théoriquement, je dis bien théoriquement, ça dépend des floraisons, mais théoriquement, tout le monde a fait son traitement hivernal contre le varroa. A fait, où il est en place, il est en train d'agir, suivant ce que vous utilisez, ça dure plusieurs semaines. La question qu'on se pose tous, c'est quoi le meilleur traitement contre le varroa pour aider nos abeilles? Malheureusement, le meilleur aujourd'hui, chacun va vous donner quelque chose de différent, parce que ça dépend du produit qu'il a utilisé, de combien il avait de taux d'infestation dans ses ruches, tout ça. Alors, donc tous les produits qui ont un AMM ont été contrôlés et ont une efficacité. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est si vous voulez voir le taux d'efficacité par produit, c'est sur Internet, vous avez les produits AMM et vous pouvez tout trouver. Donc faites la démarche, allez voir et faites votre propre opinion en rapport, bien sûr, des données qui ont été fournies par les cabinets pharmaceutiques. D'accord? Donc, si on part sur quelque chose entre guillemets de standard. Alors là, j'ai pris une pochette d'Apivar. C'est quoi? C'est des lanières que l'on met dans la ruche. Donc, suivant la quantité de cadres que vous avez, vous mettez un nombre de lanières. C'est maxi 2 lanières
dans une ruche et vous le laissez en gros entre 8 et 10 semaines. Allez, 10 semaines, c'est une bonne moyenne. Alors, ce n'est pas des produits qu'il faut laisser tout l'hiver. Il y en a encore qui le font. Je peux vous dire qu'il y a des apiculteurs qui travaillent à l'ancienne et vous mettent ça en septembre et vous ressortent ça en février, mars ou avril, quand ils ouvrent les ruches pour regarder ce qui se passe. Alors ça, je vous le déconseille fortement. Pourquoi? Parce que vous donnez une accoutumance au varroa contre le produit. Ça veut dire que si ça c'est efficace une année, l'année d'après, ça ne sera plus du tout efficace. Donc, bien faire attention, bien lire les modes d'emploi, bien l'utiliser, mais c'est surtout faire le traitement avec le produit, avec AMM, je me répète, pour que ce soit sûr pour vos abeilles. Donc une fois que votre traitement est en place, et alors suivant où vous êtes, ça peut faire déjà plusieurs semaines, il y en a qui vont me dire, ben moi ça y est, c'est fini, ça fait déjà 10 semaines, je l'ai déjà retiré, donc voilà. Ça c'est en fonction de votre point géographique et de vos mielés que vous avez proches de vos ruchers. D'accord? Donc, le traitement varroa est en cours ou est fini, ou va être mis en place pour certains, je ne sais pas, s'il y a des mielés très tardifs que nous, on n'a pas dans notre région. Donc, ensuite, toujours pour le varroa, ça va être sur les fonds de ruche. Alors, vous avez des plateaux. Alors, moi, j'utilise les plateaux de fond de ruche. C'est ceux qui ferment le dessous de la ruche de marque Nico. Alors, je ne dis pas que c'est ceux-là qu'il faut utiliser. Je prends des fonds aérés, c'est-à-dire qui sont trouvés un petit peu partout. Pourquoi? On les appelle aussi des plateaux anti-varroa. Alors, ce n'est pas parce que vous mettez ces plateaux que vous n'avez plus de varroa. L'anti-varroa, il vous donne une idée à quoi ça a été étudié, mais ce n'est pas parce que vous l'utilisez que vous luttez fortement et efficacement contre le varroa. C'est une aide. Alors pourquoi c'est une aide? Parce que sur le plateau, comme il est ajouré de partout, quand un varroa tombe d'une abeille et tombe sur le fond de la ruche, c'est-à-dire sur le plateau de fond de ruche, sur le fond, il va tomber par terre. Et en étant par terre sur le sol, il ne va pas pouvoir remonter et revenir se mettre sur une abeille. C'est pour ça que ça aide et qu'on dit que c'est anti-varroa. Si vous avez un fond complètement fermé ou juste avec un petit morceau de grillage sur le fond de 10-10 ou 15-15, et comme ça s'est fait longtemps, et même les ruches n'étaient même pas ventilées, et ça fonctionne, le varroa qui tombe va remonter de suite. Et souvent, quand vous faites votre traitement, ça fait lâcher le varroa de l'abeille, il tombe sur le fond, mais si ça ne les tue pas systématiquement, et ils peuvent remonter, se remettre après. Donc si vous avez ces plateaux en fond, ça les évacue. Je ne vous dis pas que ça évacue 100%, mais ça évacue une grosse quantité. Donc, je vous conseille de mettre des fonds de ruche anti-varroa. Vous prenez la marque que vous voulez, qu'importe, du moment que ça fonctionne. Pour finir, pour le varroa, bien sûr, je ne vous l'ai pas dit, mais je l'ai déjà dit plusieurs fois dans les vidéos, on contrôle le taux varroa que l'on a avant le traitement et on contrôle le taux varroa qu'on a après le traitement. Parce que ce n'est pas parce que vous avez traité que vous n'avez plus de varroa dans votre ruche. Aucune ruche a le même taux de varroa suivant sa quantité d'abeilles, suivant la ponte qu'elle a eue, le développement qu'elle a eu du varroa. Donc tout ça pour vous sensibiliser que votre traitement, le même traitement peut fonctionner sur 10 ruches et sur 3, il ne fonctionne. Vous allez dire il n'a pas fonctionné. Si, il a fonctionné, mais le taux de varroa était trop important. Et ce n'est pas arrivé à le réguler à un taux assez faible, acceptable pour passer l'hiver. D'accord? Donc si vous en êtes là, eh bien, vous passez après avec type acide oxalique, type formique, type varomède ou autre chose pour faire réduire ce taux de varroa pour qu'elle puisse passer l'hiver. Donc, qui dit traitement ne dit pas j'ai tout fait, il faut faire un contrôle. La question qu'on peut se poser avec les plateaux complètement aérés,
en disant ouais mais cet hiver mes abeilles vont avoir froid, donc vous pouvez les fermer, vous avez des fermetures spécifiques qui se mettent pour fermer le fond des ruches. Alors suivant les endroits, il y en a qui ferment très tôt, il y en a qui ferment très tard. Moi personnellement, ça fait plusieurs années que je ferme uniquement si les conditions climatiques se dérèglent complètement et qu'on a un gros froid avec beaucoup de mistral. Alors là, je le mets. L'année dernière, je l'ai mis pendant une petite semaine. Les années d'avant, je ne l'ai pas mis. Donc ça dépend des régions et aussi de votre apiculture. Voilà. Alors pourquoi moi, je le mets le moins possible? C'est pour éviter la condensation dans les ruches. Voilà. C'est pour ça. Après, là-dessus, chacun a sa méthode. Alors, il existe aussi des plateaux pour l'hiver et qui sont ventilés juste pour le fond, sur le fond de la ruche. Donc, vous avez l'air qui rentre par la porte. Ça fait un appel d'air par le fond et ça fait une circulation à l'intérieur de la ruche pour ventiler naturellement et pour éviter ou pour limiter la condensation. Voilà. Après, à vous à voir en fonction de là aussi votre rucher. Vous pouvez en avoir une autre personne qui a un rucher à 500 mètres de vous qui va faire différemment parce que ce n'est pas la même exposition. Est-ce que c'est plus au sud? Est-ce que c'est moins? Est-ce qu'il y a de l'ombre? Est-ce qu'il n'y a pas d'ombre? Est-ce qu'il y a du vent? Est-ce qu'il n'y a pas de vent? Etc. La hauteur aussi que vous les mettez du sol. Il y en a qui les posent directement au sol. Vous avez plus d'humidité que quand elles sont surélevées comme moi. Moi, hop, voilà, vous voyez, c'est surélevé. Donc il y a une ventilation qui se crée par le dessous. Je n'ai pas d'humidité qui arrive par le sol. Voilà. Donc, on en finit là pour le varroa, parce qu'on pourrait en parler des heures, mais ce n'est pas le but. C'est pas le but. Donc, maintenant, on va passer aux réserves. Alors, les réserves, gros débat, les quantités, quand est-ce qu'il faut nourrir, quand est-ce qu'il ne faut pas nourrir, sirop, candy, donc il y a beaucoup de choses que les gens peuvent se poser la question. Donc, actuellement, je vous ai dit que j'allais en revenir, on a une mielée de lierre. Donc, quand vous avez des mielées, entre guillemets, un petit peu, c'est pas tardif, on est sur la fin septembre. Donc, nous, dans notre région climatique, c'est pas du tout tardif. Donc, moi, je laisse faire cette mielée. Je la laisse finir, et une fois qu'elle est finie, c'est là où je fais le point sur mes ruches, sur l'état des réserves, et savoir s'il faut nourrir. Alors, je ne le fais pas avant, pourquoi? Parce que vous allez nourrir. Si vous avez une grosse mielée de lierre, suivant les régions où vous êtes, ça va déborder à l'intérieur de votre ruche. Elles vont construire un petit peu de partout. Et il est toujours mieux qu'elles se nourrissent avec leur propre miel qu'avec du sirop. Alors, c'est sûr que le miel de lierre n'est pas le meilleur, il cristallise très vite, etc. Mais qu'importe, pour les abeilles, elles sont habituées dans les coins où elles sont d'en avoir et elles le savent s'en défaire et elles se nourrissent avec, il n'y a aucun souci. Donc, une fois que cette mielée est finie, que j'ai l'état de mes réserves, je vais nourrir les ruches qui en ont besoin pour arriver à un poids que j'ai défini en fonction du type de ma ruche. Alors moi, je travaille avec des ruches d'Adam, type d'Adam, d'accord? Et si vous êtes sur 10 cadres, on dit qu'il faut aux alentours de, suivant les régions, allez, je vais dire 12 kilos de réserve. On parle bien de réserve, c'est pas ruche vide et ruche pleine avec les abeilles, les cadres, le nourrisseur, etc. C'est uniquement de réserve. Avec 12 kilos, vous passez normalement, alors peut-être que suivant, si vous êtes en pleine montagne, il en faut plus, en bord de mer, il en faut moins. Moi, avec 12 kilos, il y en a largement assez, je n'ai pas besoin de nourrir. Voilà. Mais je parle bien pour 10 cadres. Après, c'est à vous d'adapter. Si vous avez moins de cadres, c'est à vous à adopter. Donc, je vais nourrir pour arriver au poids que je détermine suffisant pour que mes abeilles puissent se passer un bon hiver. Alors, je nourris avec quoi? Je nourris avec du sirop. Alors, du sirop que vous pouvez acheter dans le commerce, voilà, alors, ou le fabriquer. Alors, quand vous le fabriquez avec du sucre, entre guillemets, du commerce,
Le problème que vous pouvez avoir, c'est la cristallisation suivant la température qu'il va faire cet hiver et la durée qui va rester dedans. D'accord. Le sirop que vous achetez cristallise beaucoup moins, il cristallise pratiquement pas. Ça n'a pas le même coût, et encore ça dépend le cours du sucre alimentaire dans les magasins, donc c'est à voir. Là c'est un choix pareil, c'est un choix personnel. Donc on met du sirop, et là on met du sirop lourd, d'accord, c'est du 70-30. Pourquoi? C'est du sirop qu'il faut que le stock, hein, pour pouvoir se nourrir l'hiver. On ne veut pas stimuler les rennes, c'est pas du 50-50 où on demande on ne veut pas faire croire à la reine, à la colonie, qu'il y a une mielée, que ça rentre, il faut que le ponde. Non, non, non. Là, ils savent de suite que c'est pour le stocker, et vous devez le mettre par, entre guillemets, grande quantité. Alors, grande quantité, je ne vous dis pas qu'il faut mettre par 10 litres. Hein, mais quand vous le mettez, ce n'est pas des 300, c'est pas des 300 grammes ou demi-litre, si vous parlez 1 kg ou 1 litre, hein, parce que le ratio, en gros, le ratio du sirop, c'est 1,4, c'est-à-dire que quand vous avez 1,4 kg de sirop, vous savez qu'1 kg, si c'est de l'eau. Donc en fonction de la quantité de sucre aussi que vous avez dedans, vous n'avez pas le même ratio en poids. Donc c'est pour ça on pèse les ruches en poids. Donc quand vous videz par exemple 2 litres, vous savez, en gros 2 litres de sirop, mais vous savez que vous avez en gros rajouté 2,8 kg en poids. Alors là-dedans, bien sûr, on va en consommer une partie, hein, de suite, et une partie qui va être stockée. Donc, quand vous mettez en grosse quantité, elle le stocke systématiquement. C'est normal, c'est leur façon de faire. Donc, c'est pour ça que je vous dis de les alimenter avec une quantité suffisante, pas d'y aller en dose homéopathique, entre guillemets. J'en profite aussi pour répondre à un abonné là, qui m'a envoyé un message en privé pour me dire ouais, alors il m'a donné le lien d'une personne qui fait des vidéos en disant que l'année dernière, avec les conditions climatiques, on était obligé de moins nourrir, donc il a moins nourri, et puis après il m'a envoyé plusieurs liens, et puis après la personne elle le nourrit pratiquement qu'il y a les hausses avec du sirop. Donc rentrez pas là-dedans, Si la personne veut faire des tests, c'est super bien, ça vous donne une information. Mais là, je veux dire, c'est des tests qu'elle fait. Hein. Il n'y a rien dessus. Hein. En plus de dire qu'il y a un réchauffement, effectivement, oui, il y a un réchauffement, mais ce n'est pas parce qu'il y a un réchauffement que vous allez avoir un hiver qui va être toutes les années 2 degrés plus chaud. Hein. Ça, c'est faux. On ne prend pas 2 degrés par an. Donc, faites attention, restez sur ce que vous êtes habitué à faire qui fonctionne. Si vous voyez que vous avez un débord de miel chaque année, vous pouvez descendre les quantités à l'hivernage, mais de façon homéopathique. Et pas enlever des 2-3 kilos comme ça d'un seul coup en disant hop, 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 ça y est, c'est bon. Moi, je vous le déconseille. Hein. Je vous le déconseille. Suivez bien en premier vos ruches. Et en fonction de ce qui se passe, parce qu'il y a aussi les races d'abeilles, il y a aussi, même dans la même race, il y en a qui consomment plus que d'autres. Vous avez toujours des ruches que vous avez le même poids, et puis il y en a une qui va s'effondrer en poids, et il y en a une qui ne va pas bouger. Et les autres, elles restent, et vous en avez toujours une quantité qui est toujours à l'extrême basse ou extrême haute en fonction de la colonie. Et ça, on ne peut rien y faire. Donc là-dessus, sur ce que vous pouvez voir en vidéo, hein, mais même dans les miennes, hein, moi je me sors pas du contexte, et je m'enlève pas du lot de ce qu'il faut faire attention de comment je fais. Je vous dis pas, je vous le répète encore une fois, c'est pas parce que je vous le dis qu'il faut faire comme ça. Hein. Si vous avez été habitué à faire autrement et que ça fonctionne, continuez à faire autrement si ça fonctionne. Il ne faut pas se donner mal à la tête pour des choses comme ça. Donc voilà, sur les réserves, faites bien attention, soyez quand même vigilants, ne jouez pas trop à l'apprenti sorcier là-dessus, parce qu'une colonie, quand elle meurt, hein.
Et puis quand vous êtes au mois de janvier, février pour ouvrir vos ruches, pour les nourrir, parce que vous avez voulu gagner 3 kilos, 3 kilos de sirop par ruche, j'en vois pas trop l'intérêt. Voilà, ça c'est le conseil que je vous donne. Donc, maintenant, on a fait le traitement, on a de la nourriture, donc les abeilles peuvent passer un hiver, entre guillemets, un hiver tranquille. Hein. Bien sûr, vous avez resserré les colonies en fonction de la grosseur de la colonie. Ça, c'est la base, mais ça se fait avant le traitement. Hein. Donc, je vous le dis un peu tard, mais je vous en avais parlé déjà quand j'avais fait l'acide oxalique. Hein. On a déjà resserré les colonies, on a harmonisé nos colonies en fonction de les mettre à peu près équivalentes, c'est-à-dire s'il y a une qui est trop faible et une qui est très forte, mais on va prendre des cadres dans la forte, pour les mettre dans la faible, pour essayer d'amener un équilibre. Donc, on a des colonies qui sont prêtes dans la rue à être hivernées. D'accord? Ça, je ne vous l'ai pas dit au début, mais j'aurais dû vous le dire, c'est la base, mais je pense que tout le monde l'a déjà fait. Une autre chose qu'on peut faire en cette période, alors là c'est pareil, suivant les endroits géographiques, et même les endroits géographiques à 1 km d'écart, c'est complètement différent. C'est sur le frelon asiatique. Alors je suis persuadé qu'il y en a déjà qui l'ont fait. Ils l'ont fait parce qu'ils avaient entre guillemets, pas une obligation, mais c'était pour aider les abeilles à lutter contre le frelon asiatique, c'est le changement de porte. D'accord? Donc, c'est de passer sur les portes vertes. Ça, c'est toujours le système Nico, hein, parce que je suis sur des planchers Nico. Donc, c'est des portes, voilà, que l'ouverture, à rapport des portes blanches que l'on met, hein, sur porte blanche, l'ouverture est beaucoup plus grande et il y a beaucoup plus de hauteur de passage pour les abeilles. Donc ici c'est réduit, donc ça réduit le froid qui va rentrer tardivement dans la ruche et ça évite aussi, ou ça n'empêche pas de passer, mais ça limite l'entrée des frelons hein, européens ou asiatiques dans la ruche. Et même ceux qui arrivent à passer sont quand même beaucoup plus ralentis, les abeilles peuvent beaucoup mieux l'attaquer. D'accord? Pour se défendre. L'Européen, entre guillemets, il se fera avoir pratiquement à chaque coup. Hein. Et là, il a quand même du mal à passer. Le frelon asiatique arrive à passer, il se retourne et il arrive à passer. Alors là, même en le ralentissant, elles ont quand même du mal à aller le tuer. Mais elles en tuent. Donc, c'est un double avantage, froid et la prédation du frelon asiatique. Je sais qu'il y a des endroits cette année qui sont envahis de frelons asiatiques et c'est parce que vous avez mis ces portes que ça va vous régler le problème. Il faut lutter autrement. Hein. Alors après, il y a plusieurs façons de lutter contre le frelon asiatique. Moi, sur ce rucher, j'en ai pratiquement pas eu. J'en ai eu quand même sur les ruchers d'élevage, sur les nucléis. Et là, c'est un problème parce que les nucléis, ça se fait en réserve en 10-15 jours. Elles n'ont plus rien et ça va mourir de faim. Allez, 20 jours, ça va mourir de faim. Et en plus, la quantité d'abeilles à l'intérieur est moindre. Donc, ça vous a vite vidé une nucléi. Alors, moi, je lutte là-dessus. Je ne parle pas de la lutte que je fais à la sortie d'hiver. Je parle de la lutte quand il y a des attaques comme actuellement, puisqu'elles viennent chercher des protéines. Le frelon asiatique vient chercher des protéines pour nourrir ses larves. Hein, dans son nid, donc c'est pour ça que l'abeille l'intéresse fortement. Hein, on n'est pas sur du sucré, mais on est sur les protéines. Alors, les protéines, le poisson, etc. Dans vos pièges, si vous voyez que le sirop ça ne marche pas, ici il y a des protéines, hein, vous avez plus de chances que ça marche en cette période, surtout si vous êtes attaqué sur vos ruches. Donc moi je lutte avec des harpes. Et pour moi c'est la façon que j'ai trouvée la plus efficace. Voilà. Alors après, chacun lutte avec ce qu'il a trouvé, avec la quantité de frelons qu'il y a. Alors là, sur ce rucher, par exemple, j'en ai pas une, c'est pas parce que je vois 4 frelons, sur 4 frelons, 3 européens et un asiatique, que je vais sortir une amarda de harpes pour lutter. Hein. C'est pas ceux qui va me détruire le rucher. Hein. Donc il faut répondre
en fonction de l'attaque que vous avez, il faut mettre les moyens en face pour lutter. Mais si c'est normal, il ne faut pas s'attaquer au frelon quand ça reste quelque chose de gérable pour les abeilles. Surtout que le frelon européen, c'est un prédateur, mais l'abeille est habituée et en élimine beaucoup. En élimine beaucoup parce que même dans les nucléi, à l'intérieur de nucléi, je retrouve des frelons européens qui ont été tués. Des fois dans une nucléi, j'en trouve 2-3, mais sur 300 ou 400 nucléi, je vais retrouver 1 ou 2 frelons asiatiques qui se sont fait tuer. Hein, et tout le reste, c'est du frelon européen. Ça veut dire que c'est parce qu'il n'y a pas de frelons asiatiques, c'est qu'elles n'arrivent pas, à lutter. Donc, n'oubliez pas aussi, hein, pour les nouveaux, de voir les portes que vous avez. Alors, si vous avez des portes en fer, hein, vous réduisez. Vous mettez un morceau de bois pour laisser que quelques arches. Donc voilà. Et aussi pourquoi je les mets tardivement, parce que j'ai encore moi des ruches où j'ai des frelons, de faux bourdons, et quand vous mettez ces portes, les faux bourdons restent à l'intérieur. Hein. Donc ils n'arrivent pas à sortir. Alors certains arrivent à sortir et d'autres pas, donc ils meurent à l'intérieur, les abeilles n'arrivent pas à le sortir, donc c'est vous enlevez les portes, vous les tirez. Donc c'est pour ça que cette année, je n'ai pas de frelons, donc là, j'ai amené des portes et je vais en profiter pour faire le tour du rucher, hein, sur ce rucher, pour changer mes portes et pour être tranquille, pour cet hiver. Donc là, on vient de voir les choses primordiales et les choses très importantes. Hein. Si vous ne faites pas de traitement, qu'il n'y a pas de réserve, ce n'est pas la peine, vous n'aurez plus de colonies à la sortie de l'hiver. Hein. Donc ça, c'est les choses très importantes. Donc, après, quand vous voulez amener du bien-être, on a parlé, l'humidité, la ventilation, etc. C'est de bien nettoyer vos ruchers. Moi, ça y est, ça a été fait. Vous voyez, il n'y a pas d'herbe, il n'y a plus rien. Là, ça a été mis très propre pour éviter l'humidité en permanence dans les ruches. Vous voyez, là, je vois passer un frelon européen. Hein. Donc là, pour l'instant, il peut promener. Il n'y a pas beaucoup d'abeilles qui sont sorties. Donc c'est pas trop gênant. Donc oui, l'humidité, le froid, les abeilles arrivent à lutter contre le froid. Hein. En grappe, on fait bouger les muscles, souvent c'est les muscles des ailes, et on dégage de la chaleur et on chauffe le couvain. Inconvénient, c'est que vous épuisez les abeilles, et en s'épuisant, elles meurent plus tôt, hein, elles vieillissent prématurément, et plus elles ont besoin d'énergie pour chauffer, plus elles vont consommer de nourriture. D'accord? Donc, elles arrivent à lutter, mais ça amène un petit peu plus de pertes hein, et ça amène aussi une plus grosse diminution des réserves. Le point négatif hein, qu'il faut faire attention l'hiver, c'est l'humidité. L'humidité, les abeilles n'arrivent pas à lutter contre l'humidité. Il peut y avoir de la moisissure à l'intérieur, ça développe des bactéries, ça peut amener des maladies. Donc il faut faire attention à l'humidité. Alors quand je dis attention à l'humidité, dans pratiquement toutes les ruches, vous allez quand même retrouver de l'humidité sur le haut de la ruche. Vous pouvez en retrouver hein, sur la tête des cadres hein, ou sous votre nourrisseur. Hein, et c'est en règle générale, c'est sur les bords, hein, de votre ruche, quoi, de votre couvain. C'est-à-dire que c'est là où ça fait une différence de chaleur entre le centre, là où vous avez la grappe, et les extrémités, et ça crée la condensation et ça fait la moisissure. Alors, si vous en avez un petit peu, il n'y a rien de grave. Il ne faut pas s'alarmer pour ça. Par contre, quand je dis de l'humidité, c'est quand vous avez, il y en a que sur leur fond, qui retirent leur fond, c'est rempli d'eau. Donc ça veut dire que ça coule à l'intérieur fortement. Donc là, c'est différent. Là, c'est différent, c'est-à-dire que vous avez de l'humidité dans toute la ruche et c'est pas bon. Trop d'humidité avec du froid, c'est vraiment pas bon pour la colonie, aussi pour le couvain. Et comme je vous ai déjà dit, ça amène des maladies. Donc faites bien attention. Laissez-les quand même se ventiler naturellement, donc en dégageant que le fond, hein, que le dessous soit pas posé dans l'herbe ou posé sur la terre et que quand il pleut, tout remonte dans votre ruche. Après, bien sûr,
l'étanchéité globale de vos ruches, ayez des toits qui ferment correctement. Et bien sûr, n'oubliez pas l'hiver de poser, vous voyez moi, sur toutes les ruches, hop, vous avez sur le toit, je mets des pavés, c'est des pavés, je vais en prendre un, hop, voilà, c'est ça, ça fait 1,2 kg, donc j'ai 2,4 kg par toit. J'en mets 2 sur chaque toit et ça évite que les toits s'envolent. Alors nous, on est dans une région Mistral, donc on est habitué, on met ça, il n'y a pas de souci. Hein. Je vois certains apiculteurs qui n'ont pas de pierre sur le toit parce que là où ils sont, il n'y a pas de vent. Hein. Donc voilà, pensez-y si vous avez un risque d'avoir des rafales de vent qui peuvent vous découvrir pendant une pluie, sortir un toit. Et ensuite votre colonie qui va se retrouver sous la pluie. Donc c'est aussi pour le bien-être des abeilles. Dernier conseil que je vais vous donner, c'est que quand on rentre dans des, vous voyez, je vous ai dit, il ne fait pas soleil, température, on a une mielée en ce moment de lierre, je ne vois pas les ruches, je ne suis pas venu pour les déranger. C'est pas parce que je suis ruché que hop, ça y est, je vais ouvrir toutes mes ruches et je vais regarder ce qui se passe. Alors je regarde bien sûr visuellement ce qui se passe aux portes d'entrée. Mais là, je veux dire, à 13 degrés, un temps couvert et il a plu hier soir, les abeilles ne sortent pas. Hein, tant que ça ne se réchauffe pas, elles ne vont pas sortir. Hein, elles vont pas sortir. Donc, je ne vais pas aller voir toutes mes ruches pour regarder ce qui se passe. Je laisse tranquille, je vais changer juste mes portes hein, et je laisse comme ça et je passe à autre chose. Donc, c'est aussi pour vous dire, même si vous travaillez la semaine, c'est le week-end et vous aimeriez voir vos abeilles, c'est parce que c'est le week-end qu'on va ouvrir ces ruches. Il faut regarder ce qui se passe dans leur environnement immédiat, les conditions climatiques, les mielés, etc. Et pas les déranger. Il ne faut pas qu'on soit trop intrusif. On l'est déjà énormément intrusif, hein, mais il ne faut pas qu'on soit trop intrusif dans leur vie et les empêcher de vivre tranquillement et de pouvoir se développer tranquillement. Vous savez, chaque fois que vous ouvrez, vous faites rentrer de l'air froid. Il faut après qu'elle le réchauffe, etc. Donc, une colonie qui est bien forte, tout ça, elle le supportera mieux qu'une colonie qui est plus faible, qui est juste. Si vous faites ça, celle-là, plusieurs fois, eh bien, vous l'affaiblissez de plus en plus et vous allez la tuer. Au contraire, une colonie comme ça, essayez de ne pas l'ouvrir, juste de regarder si vous avez un mouvement aux portes, de savoir quand ça rentre et quand ça sort. Alors bien sûr, il ne faut pas venir à 9 h du matin quand il fait 13 degrés. Hein. Il faut venir, vous venez à 14-15 h, là, quand les abeilles sont en pleine vie, c'est-à-dire qu'elles vont chercher de la nourriture. Elles y vont tout le temps, même en plein hiver. En plein hiver, à 13 degrés, elles sont dehors. Hein. Moi, chez moi, dans le secteur, à 8 degrés, en règle générale, je les vois sortir. Alors, c'est pas massif, hein, mais je vois du mouvement. Voilà ce que je voulais donner comme information aux nouveaux apiculteurs, et ça peut faire peut-être un rappel à d'autres apiculteurs. Hein. Alors, on y reviendra sur l'hivernage au fur et à mesure, mais c'était juste pour faire penser hein, ou ne pas oublier, voilà, de faire l'essentiel que nous avons à faire en cette période. Voilà. C'est fait. Maintenant, je vais mettre mes portes vertes et je vous dis normalement à la semaine prochaine. Allez, bonne semaine.